Le cercle RH pour débattre de l'industrie, de la réindustrialisation, qui est un sujet qui depuis des années est dans l'actualité. Il faut réindustrialiser. Alors on a beaucoup parlé du Made in France, du fait de fabriquer nos produits ici sur le territoire. Est-ce que c'est possible ? On va en parler avec mes invités. Est-ce que c'est souhaitable ? On a vu des débats de citoyens qui veulent réindustrialiser mais qui ne veulent pas installer l'usine à côté de chez eux. Donc c'est un vrai sujet sur les enjeux de réindustrialisation. Puis il y a des questions de compétitivité, de coût du travail. On en parle avec des experts, ils travaillent sur ce sujet. Olivier Luanzi, merci d'avoir répondu. Bonjour, ravi de vous accueillir, professeur au CNAM, et vous portez, à travers votre réflexion, la chaire de l'industrie décarbonée. Et ça, c'est très intéressant, parce que est-ce qu'on peut faire une industrie décarbonée ? Vous allez nous répondre dans quelques instants. À vos côtés, Sébastien Horry. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes le président d'Aveva, vice-président de l'EMEA. Et votre boulot, vous, c'est d'aller apporter de la technologie, de l'innovation dans l'industrie. On parlera peut-être d'IA et d'innovation, et c'est ce que vous portez. Et vous êtes dans vous irradiez combien d'entreprises ? En France, on est présent dans environ 5000 sites industriels. Et dans le monde entier, environ 100 000 sites industriels qui utilisent nos logiciels. Incroyable. Donc on est présent dans un certain nombre de pays et un certain nombre d'endroits. Et je pense que c'est vice-président de la commission d'industrie de Numéum, qui est le syndicat professionnel des éditeurs logiciels. Donc vous parlez avec deux casquettes. Service numérique, tout à fait. Il y a deux casquettes, Aveva et Numéum. Et puis Stéphane Gorce, vous n'êtes pas dépaysé parce que vous avez signé une tribune, cher Stéphane. Vous êtes avec Olivier Luanzi, vous êtes président de la Société des ingénieurs arts et métiers. Vous les avez sondés, interrogés. Des ingénieurs prestigieux. J'ai 3 ingénieurs autour de la table, donc je vais essayer d'être le plus sérieux possible. D'abord, un mot quand même sur vos ingénieurs arts et métiers, parce que vous avez sondé les cœurs. C'est la relève. C'est ceux qui vont occuper les postes dans les entreprises. Globalement, ils ont un peu le moral dans les chaussettes. Ils disent globalement, on n'y croit plus trop à cette espèce d'ancienne de la réindustrialisation dont on nous rabat les oreilles depuis une dizaine d'années. Est-ce que c'est ça l'état d'esprit des ingénieurs aujourd'hui ? Alors, quand on interroge, d'abord le sondage qu'on a fait, donc on l'a fait avec l'IFOP. D'un côté, effectivement, on a interrogé 2000 de nos camarades, et d'autre part, l'IFOP, avec Jérôme Fourquet, ont interrogé 1000 Français. Et quand on sonde les cœurs et les reins des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils disent au fond ? Ils disent, on est heureux dans l'industrie, ce qu'on fait est bien, ce qu'on fait a du sens, ce qu'on fait est utile pour la souveraineté. En revanche, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en termes de réglementation, en termes de fiscalité, en termes de coût du travail, aujourd'hui, on ne se donne pas suffisamment les moyens d'être compétitif. On met des boulets au pied de l'industrie. Exactement. C'est ça qu'ils disent, en fait. On est exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, ils sont 16% à nous dire oui, la réindustrialisation est en marche. Autrement dit, 84% considèrent que la réindustrialisation est en panne. 84% des ingénieurs interrogés ne croient plus en la réindustrialisation de la France. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce message ne passe plus, même chez eux, chez des gens qui sont censés... Non, pas d'accord, Olivier Luanzi ? Oui, avec des nuances. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que le diagnostic sur notre industrie, il est posé, il est consensuel. Alors, il a évolué depuis les années 2010, depuis le rapport Gallois, où on était tous sur la compétitivité. Aujourd'hui, il y a le potentiel des territoires. Tous ces PMI et des ETI ancrés dans les territoires, c'est les 2/3 de notre potentiel de réindustrialisation. Il y a le sujet qui a été mentionné de la souveraineté qui nous a explosé au visage avec le Covid et puis avec l'Ukraine. On a fait venir des usines de médicaments, vous vous rappelez, c'est Emmanuel Macron qui construisait des grands sites on a voulu le faire. Non, il y a 12 dossiers de relocalisation sur 150 molécules. Et c'est bien ça le constat. Ça fait 15 ans qu'on dit qu'on veut faire la réindustrialisation. Le diagnostic est fait, les solutions sont relativement partagées. Regardez les publications. Alors, j'en ai commis quelques-unes avec un bouquin qui s'appelle Réindustrialiser le défi d'une génération. Mais regardez ce qui a été publié par le METI, Mouvement des entreprises de taille intermédiaire, par la CPME il y a 3 semaines, Confédération des petites et moyennes entreprises, même par le MEDEF, ça vient de sortir. Si vous regardez ça, vous avez une dizaine de leviers à mettre en œuvre, dont la moitié peuvent être faits sans budget supplémentaire, sans demander l'accord à Bruxelles. Et moi, ce que je constate, c'est que ce qui désespère, entre guillemets, les ingénieurs, ceux qui travaillent dans l'industrie, c'est cet immobilisme. Alors, tout n'est pas faisable. Demain, on ne va pas refaire une politique commerciale européenne en claquant entre les doigts. Mais sur le foncier, sur la formation, sur la mobilisation de l'épargne des Français, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et on est devant une sorte d'immobilisme incompréhensible, vu les enjeux. En fait,
Pardon, pour compléter ce que dit Olivier, en fait, le message, pour le résumer d'une phrase, c'est « halte à la magie du verbe ». Halte à la magie du verbe, c'est-à-dire qu'en fait... On parle beaucoup. Et on agit peu. Pour compléter peut-être ce que dit avec beaucoup de pertinence Olivier, c'est que typiquement, on voit que les ingénieurs disent on est en surréglementation, on est systématiquement en surtransposition des normes européennes. Et nous, ce qu'on dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, sur la base de ce que fait le Conseil national de l'industrie, demander à chacun des secteurs quels sont les 5 ou 10 règlements un peu. Exactement. Mais c'est marrant parce que quand je vous entends parler, vous représentez des ingénieurs à travers votre organisation des arts et métiers, je crois entendre les agriculteurs qui sont dans la rue et qui nous disent exactement la même chose. Tout l'outil productif est concerné. Tous les outils de production sont impactés par la norme. Et vous dites la même chose. Strictement la même. Vous, la norme, elle est un peu différente parce que vous allez apporter de la tech. Nous, la norme, en fait, elle est un peu différente. Et je dirais que sur la partie technologique et industrielle, finalement, il y a une relative flexibilité. Ce qu'on va voir en priorité, c'est en fait... notre problématique aujourd'hui, ou la problématique que l'on voit, c'est essentiellement que toute la partie industrie 4.0 est prise en compte et déployée dans les grands groupes. Là où le vrai challenge, c'est le déploiement dans les territoires, c'est le déploiement au niveau des ETI, des PME. Il y a de très belles ETI qui adaptent et qui s'engagent. Ce ne sont pas des marques connues, mais les Français ne connaissent pas. Mais qui cartonnent. Nous, en tant que KV20, on travaille avec des ETI qui utilisent les logiciels pour vraiment améliorer leur production. Je prends un cas comme Saverglass, et d'ailleurs un certain nombre de verriers français qui sont assez engagés sur ces sujets-là et qui ont des gains. On parle de gains, quand on parle du numérique, de manière générale, du digital, on a des gains qui arrivent aisément à du 15% de réduction de l'empreinte carbone ou de réduction des coûts de maintenance. On est sur des éléments importants. Avec l'IA, les chaînes, avec l'IA, on va sûrement arriver à des aspects de connectivité encore plus importants. Et donc, le vrai défi, c'est, pour nous, de nos points de vue technologiques, c'est l'acculturation et la formation. Juste un mot dans votre sondage. Moins d'un Français sur deux, là, c'est d'un Français sur deux. Donc, on n'est plus sur les ingénieurs, on est sur le grand public. 47% estiment que la France reste une grande nation industrielle, sauf qu'ils étaient encore 56% à le dire en 2024. En dessous de la barre des 50%. En un an, on perd 10 points. Ouais. Et pourtant, on n'a jamais fait autant de salons Made in France, on n'a jamais autant parlé de sauver l'industrie. Je vois l'usine Brandt, tiens, ça c'est un bon cas, 385 salariés qui fabriquent des fours, c'est de l'industrie, ça c'est typiquement de l'industrie, c'est des chaînes. On a du métal, on a de la technologie, on a de l'assemblage, 384 salariés. Qu'est-ce qui fait que Brandt met la clé sous la porte? Alors, vous n'avez pas la réponse technique, mais est-ce que c'est un problème de coût du travail? Est-ce que c'est une concurrence, je dirais, chinoise qui fait que le four sort 2 fois moins cher? Vous qui observez l'industrie, c'est quoi le problème? Alors, d'abord, je vais reprendre ce sondage-là sur moins de 50% des Français. En fait, il faut donner acte à ce sondage. Il dit la vérité, c'est-à-dire que la perception des Français est juste. Nous sommes revenus dans une phase de désindustrialisation. On avait été, pendant quelques années après le Covid, sur une phase de réindustrialisation que j'ai appelée le printemps. Notre réindustrialisation, on créait à peu près 30 000 emplois industriels manufacturiers par an. On créait à peu près une centaine d'usines nettes, entre la différence entre la fermeture et l'ouverture par an également. Aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt moins 20 000 emplois manufacturiers par an et moins 60 à moins 80 usines sur le sol français par an. Donc, ce qu'il reflète, c'est ça, c'est-à-dire les grands discours, les grandes déclarations, les incantations, les grands salons, c'est super, mais sur le terrain, on voit le contraire de ce qui se passe. Avec des restrictions de construction, il faut préciser qu'il y a des règles aujourd'hui qui limitent la possibilité de construire in extenso une usine, on est d'accord? Tout à fait. Alors, vient un peu limiter les ambitions de chacun. Enfin, on se dit, tiens, je vais mettre ma belle usine. Bon, on vous dit, non, c'est pas possible. Là, alors, il y a plusieurs facteurs. Vous en avez évoqué là un troisième. Il y a effectivement le coût du travail, une concurrence déloyale, le foncier qui n'est pas disponible, la formation qui est une impasse aujourd'hui sur un certain nombre de métiers industriels qui sont en tension depuis 10 ans. Alors, si on prend par exemple le cas de l'électroménager, Brandt, donc c'est ça. Là, les facteurs sont assez connus. Il y a une partie du coût du travail. On a un modèle social en Europe, et en France en particulier. Il n'y a pas le même modèle social en Asie et en Chine. Vous avez donc des écarts qui font qu'il y a une compétition qui est déloyale. Tant que vous ne la réglerez pas avec une politique commerciale qui soit adaptée, on n'y arrivera pas. Le rêve des années 90 où on allait...
Ça, c'est la partie compétitivité. Ça règle pas tout. Mais les Chinois le font aussi. Mais les Chinois le font aussi, même plus vite que nous. Ouais. Donc oui, il y a une partie compétitivité qui est naturelle, mais oui, il faudra aussi une partie protection. Celle-là, on n'en parle pas beaucoup parce qu'elle est un peu taboue et pourtant, elle est incontournable. Protéger nos bijoux industriels, donc c'est ça aussi la souveraineté, faire en sorte qu'on ne soit pas attaqué, qu'on protège nos brevets aussi d'ailleurs. Exactement ça, ce sont des bijoux. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. On a de la compétence en France. Quand on parle des ingénieurs, on a des gens on a de la haute compétence. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est de grâce. Ne gâchons pas ce savoir-faire, ne gâchons pas ces compétences. Elles sont capables de produire des choses, d'inventer des produits. Simplement, si effectivement ils ont comme on dirait en hippisme, des handicaps trop importants, ça vient juste un peu compliqué d'être. D'ailleurs, ce sujet en termes de compétences, Sébastien. de compétences industrielles, et si on regarde un petit peu sur les aspects de technologie et de logiciels industriels, c'est intéressant de voir que quasiment les 3 plus gros leaders du monde du logiciel industriel sont européens, dont 2 français. Aveva, donc britannique, et Dassault Systèmes. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a cette compétence. Et aujourd'hui, on voit aussi que la France devient, sur la partie IA industrielle, un centre important, avec l'Allemagne, qui est présent aussi, mais globalement, un centre de compétences important qui peut aider le monde industriel. Nous, l'un des sujets qu'on a chez Aveva, c'est d'essayer, et avec Numéum, c'est d'essayer aussi de développer un écosystème de partenaires vraiment compétents, parce que la question de l'écosystème, d'un point de vue technologique, pour aider dans les territoires est aussi important. Donc c'était un peu aussi l'idée pour nous, pour rejoindre Numéum, c'était d'avoir la capacité de travailler avec les territoires, les régions, pour accélérer cette transformation-là. Juste d'un mot, parce qu'il y a les règles de compétitivité, ce que vous avez cité parfaitement bien, puis dans votre analyse et de votre recherche, vous parlez de décarboner. Et on a l'impression que c'est presque un non-sens de parler d'industrie décarbonée. Possible ou pas ? Est-ce que c'est ça l'avenir de l'industrie ? Vous n'avez pas le choix, tout simplement. Non, mais je vois tous regarder, mais qu'est-ce qu'il pose comme question ? Oui, exactement. Non, parce que vous avez juste 10 ans de retard, c'est tout. C'est ça. Mais je suis Non, mais l'opposition entre l'industrie et l'environnement, elle a vécu. Alors, elle est encore présente. Quand vous allez interroger, faire un micro-trottoir, vous aurez encore ce type de réponse. Pour les gens qui ouvrent un peu le dossier, on se rend compte qu'on ne répondra pas aux défis environnementaux si on ne refait pas de l'industrie. Si vous voulez faire... Attractif pour les jeunes ingénieurs aussi, d'ailleurs. Mais face à une question de matière, si vous voulez faire de l'économie circulaire, il faut inventer de nouveaux produits, il faut du génie industriel. Si vous voulez décarboner, parce qu'on est en plein réchauffement climatique, il faut des nouveaux processus, des nouvelles sources d'énergie, il faut du génie industriel. Le génie industriel qui a fait l'outil de production de masse pour répondre à une société de consommation de masse, on en a besoin pour faire un autre projet de société. Le génie industriel, il est au service d'un projet de société. Demain, ce sera la décarbonation, c'est évident. Et puis même, vous allez demander aux Français de faire... On en a à peu près pour 15 ans d'efforts si on s'y met vraiment pour réindustrialiser le pays. Ce n'est pas en claquant des doigts. Comment voulez-vous conserver le consensus qu'il y a aujourd'hui pour faire industrie en France ? 80% des Français le soutiennent. On perd 10% quand c'est dans la même commune. Mais que 10% ? Ah, vous voyez. Que 10% ? Ouais. Ah, mais ça fait une large majorité. Essayez de me trouver un autre sujet en France sur lesquels il y a 80 à 90% des Français qui sont d'accord. Ouais, c'est vrai. Pour conserver ce consensus, vous ne pouvez pas dire « j'en ai rien à faire de la décarbonation, j'en ai rien à faire de la biodiversité ». Non, ça s'inscrit dans le monde et donc, du 21e. Il faut l'inscrire dans le monde du 21e. Ma question vous a fait sourire, mais on se dit quand même, on voit Stellantis, on voit les chaînes de montage automobile, ça c'est la grosse industrie. Excusez-moi, mais est-ce que ça passe par ces grands sites industriels, des clichés fordistes du début du 20e, ou est-ce que l'industrie aujourd'hui, ce sont des petites unités, c'est des ETI à taille modeste ? Comment vous la voyez évoluer, même en termes de bâti, cette industrie ? L'industrie du futur pourra effectivement avoir des grands sites et des sites plus petits. D'abord, je voudrais peut-être, pour compléter ce qui vient d'être dit, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, les jeunes ingénieurs sont formés à la décarbonation. Ils sont demandeurs parce qu'ils savent que ça sera leur responsabilité de décarboner. Donc, ils ont le mindset qui va bien pour faire ça. Et la formation, comme vous le disiez. Et la formation qui va avec. Et souvent, parfois, c'est encore enseignant de les rattraper, enfin, de répondre à cette demande. De les retenir, même parfois. Oui. Mais alors, en termes de taille, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certaines technologies, je pense par exemple à l'imprimante 3D, à l'impression 3D, fait qu'il y a de vraies évolutions conceptuelles, de vraies évolutions
technologique sur les outils de production. Juste un mot, on parle de décarboner, vous êtes, j'imagine, totalement en phase. Dans vos outils, vous avez ces outils de décarbonation ou c'est surtout des outils pour accélérer la compétitivité, c'est-à-dire que la chaîne de montage continue à tourner, qu'il y ait une détection plus rapide d'une panne sur une maintenance? Donc effectivement, il y a cette partie-là, on va dire, de compétitivité entre guillemets classique, sur la partie process maintenance, flux, etc. quoi. Mais on a un certain nombre d'offres et de cas d'application qui sont liés à la décarbonation. Donc sur plusieurs choses. Encore une fois, dès que l'on mesure et qu'on visualise la performance énergétique d'une usine et qu'on a un plan d'action derrière, c'est 10 à 15% de réduction de l'impact. Premier point. Deuxième point, il y a une transformation de tous les process qui sont, on va dire, intensifs en termes d'émissions de carbone, qui sont dans une réflexion pour aller vers des substituts, soit des substituts moins carbonés, différents types de gaz, hydrogène, en particulier dans le monde de l'industrie lourde, l'hydrogène prend place. Et deuxièmement, c'est la mise en place c'est dans le monde du verre, du four électrique, donc une décarbonation aussi. Donc en fait, les solutions technologiques, je rejoins complètement Olivier, elles existent. Et avoir une industrie propre, c'est quelque chose que l'on sait faire. C'est une question de financement et c'est une question, c'est d'accord, de protection en fait. Par rapport à l'entrée des produits qui ne sont pas sur les mêmes standards. Donc ça, c'est un élément l'industrie important. doit se battre avec des armes et doit avoir les armes. Et vous nous dites depuis le début de l'émission, elle n'a pas les armes pour se battre. Armes égales, en tout cas, avec des produits venant de l'extérieur et n'ayant pas les mêmes normes comme les produits agricoles. Juste le dernier point, c'est que je pense que c'est important pour aller dans ce sens-là, pour justement aussi être attractif par rapport aux jeunes générations. C'est-à-dire qu'à la fois une approche décarbonée et à la fois une approche, on va dire, digitale qui soit attractive, ces investissements sont nécessaires aussi par rapport à l'attractivité de l'industrie. C'est l'industrie 4.0, c'est-à-dire qui est toute propre, c'est plus l'industrie avec de la graisse, des gens tout noirs, qui sortent des ateliers. Alors, il en reste encore un petit peu. Mais je rappelle souvent... Duralex, par exemple. Dans la moitié des usines en France, vous pouvez pique-niquer par terre. C'est tellement propre. Enfin, on a tous connu des exercices opérationnels du style le 5S, dont un des S est lié à la propreté. Et ça, c'est une image que les Français n'ont pas de la réalité de leur propre outil productif. Donc encore une fois, une invitation, c'est une des initiatives qui a été prise par les arrêts métiers d'ouvrir les usines, puis une invitation aux Français d'avoir la curiosité d'aller voir ça. Et vous découvrez autre chose en faisant écho à votre question, c'est que on a l'image de l'usine, vous savez, avec les sheds, c'est le nom. C'est ça. D'accord. Exactement. Et la grande cheminée qui fume. Aujourd'hui, ce qui est impressionnant, notamment grâce aux technologiques et au digital, la taille d'une usine est en train de varier énormément. C'est-à-dire la typologie des usines. Vous allez à la fois des gigafactories qui reviennent, les batteries, où vous allez chercher les gains de productivité. Je produis beaucoup au même endroit parce que je vais chercher, jusqu'à des tout petits sites, voire même le retour de l'industrie en centre urbain, parce que vous avez besoin d'ingénieurs. Comme ça se faisait au 19e. Voilà. Et aujourd'hui, on a en fait une sorte... le spectre des usines s'étire, alors qu'on n'avait plus vu de gigafactory en Europe depuis quelques décennies, en France en tous les cas. Voilà. Et la batterie électrique... Jusqu'à... Voilà. Donc aujourd'hui, l'image qu'on a encore une fois, et des conditions de travail, et de l'usine telle qu'on se l'imagine, elle est complètement décalée. Une mesure chacun qu'on doit prendre en urgence. Il nous reste 1 minute 40. Si on doit prendre une mesure, chacun votre tour. Favoriser la découverte par les Français de cet outil de production. Nous avons organisé au début avril 2025 la première édition des journées usines ouvertes. Le principe, c'est que, à l'instar des journées du patrimoine, les Français puissent aller découvrir. Vous étiez venu en parler, pas vous, mais sur le plateau de Smart Job, vous le savez. Oui, absolument. Et je pense que c'est on ouvre grand les portes. Et bien sûr, on n'a rien à cacher. Au contraire, les Français vont être surpris, vont découvrir un outil moderne. On ouvre les portes. Sébastien. Travailler sur la formation, sur les métiers et les nouvelles technologies qui vont permettre d'avoir une industrie compétitive. Créer la relève, avoir cette jeunesse. Alors, c'est difficile parce qu'on aime bien simplifier quand on est sur un plateau, donc il vous faut une mesure. Et vous êtes ingénieur. Pour refaire de l'industrie, il faut 5 ou 6 mesures. Si je dois quand même en choisir deux. Non, mais une, ce sera la question de la concurrence déloyale. Ce n'est pas possible de continuer avec des ambitions environnementales et un modèle social en étant en concurrence ouverte par rapport, que ce soit aux États-Unis où ils n'ont pas les mêmes ambitions environnementales, que ce soit l'Asie où ils n'ont pas le modèle social. Le rêve des années 90, que tout cela allait converger, est terminé. Il faut en prendre acte. Donc, prendre un certain nombre de décisions. Protéger le marché. De protéger. Au niveau européen, si j'entends bien votre discours. Ça doit se faire au niveau européen. On est d'accord. Merci à vous, messieurs, de m'avoir éclairé. C'est un débat passionnant qui est ouvert.
il n'est pas fermé ce débat, à découvrir l'IFOP Arts et Métiers Alumni avec des choses très intéressantes sur notre rapport, les ingénieurs, mais aussi les Français. Merci à vous, Sébastien Horry, parce que vous êtes l'un des leaders français et européens du logiciel qui accompagne l'industrie, Aveva. Et vous êtes venu aussi avec votre casquette de Numéum, évidemment. Merci à vous, Stéphane Gors, d'être venu nous rendre visite, président des sociétés des ingénieurs arts et métiers. Il ouvre grand les portes des usines. Et merci à vous, Olivier Luanzi. Vous écrivez beaucoup, et des livres, notamment Le défi d'une génération réindustrialisée aux éditions Les Déviations. Et vous êtes prof au CNAM. Merci, messieurs. Merci à vous trois. Merci à l'équipe qui m'a accompagné derrière en régie. Merci évidemment à Nicolas Juchat. Merci à Paul au son. Et merci à Charles à la réalisation aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Bye bye.